Monsieur Essodong, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste, défenseur des droits de l'homme, directeur exécutif du Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme. Exact. Merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir un peu sur ce qui fait aujourd'hui l'actualité au Togo, à savoir les crises sociopolitiques. Le gouvernement togolais était face à la presse nationale et internationale le mercredi 9 juillet à l'hôtel Serakawa pour, selon ses termes, apporter lumière sur les réalités derrière les événements que l'on peut appeler la grogne sociale, une crise qui secoue notre pays depuis quelques semaines déjà. Plusieurs sujets ont été abordés lors de cette conférence de presse, dont la question liée aux droits de l'homme au Togo. Nous avons tous vu les vidéos des bavures militaires qui nous ont tous indignés. Mais sur cette question, le gouvernement semble faire une lecture, sinon décrire un tableau dans lequel nous n'arrivons pas à nous retrouver, particulièrement moi qui suis journaliste. Je vais vous laisser entendre Pakoum Adurovi Ayaovi, qui est ministre des droits de l'homme, de la formation, de la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République. Les droits de l'homme au Togo. On va poser la question, oui. Nous travaillons de concert avec la CNDH, Maître Sanvi, qui est un confrère, un ami, avec qui nous échangeons la plupart du temps, ne m'a pas donné le sentiment, n'a pas indexé l'État dans un cas précis de violation des droits de l'homme à ma connaissance. Nous échangeons avec le CACIT. S'il y en a dans la salle, peut venir, on peut en discuter. Lorsqu'il y a des situations un peu incomprises, nous investiguons ensemble et nous trouvons des solutions. Je vous renvoie, je l'ai dit la fois dernière aux ambassadeurs, je vous renvoie au rapport, au dernier rapport de la CNDH en ce qui concerne la situation des droits de l'homme au Togo. Vous allez être étonnés, surpris, des allégations qui ont été portées sur la place publique, des gens qui auraient été arrêtés, privés de médecins, privés de médicaments. C'est des allégations. Vous savez, tout simplement parce que les forces de défense et de sécurité, plus précisément la cellule d'enquête, ne veut pas demander à ce que ces gens qui ont été en garde à vue puissent faire venir leurs propres médecins pour leur prescrire les médicaments qu'ils ont l'habitude de prendre. Pour que s'il y ait quelque chose, qu'on ne dise pas que ils ont été empoisonnés pendant qu'ils étaient en détention ou en garde à vue. Ça a été expliqué, exploité à des fins pour dire que ces personnes sont arrêtées, sont en cellule, sans médicaments. Le rapport, l'enquête démontre autre chose. Je peux vous donner des exemples dans ce sens-là. Mais je vais me contenter de celui-là. Mais je vous renvoie encore une fois à ce rapport. Alors, j'aurai une série de questions à vous poser sur ce sujet. D'abord, selon mes recherches, la CNDH ne communique pas sur ce qui fait l'essentiel de ces rapports. Elle se contente de faire des recommandations en privé au gouvernement. Le récent rapport de la CNDH sur les événements du 6, 26, 27 et 28 juin a été remis au président de l'Assemblée nationale, M. Adédié, et rien n'a filtré. Alors selon vous, pourquoi est-ce que le ministre nous renvoie un rapport auquel on ne peut pas avoir accès? Alors, je me pose la même question que vous, parce que justement, comme vous l'avez dit, le rapport de la CNDH n'est pas public. Peut-être alors que le ministre fait mention d'un rapport qui a été produit par la CNDH dans le cadre des examens que le Togo a eu à passer, que ce soit peut-être devant le Comité des droits de l'homme ou dans le cadre de l'examen périodique universel. Mais dans ce cas, on parlerait de rapports produits en 2021 ou un peu avant, ou de rapports en 2022 ou un peu avant. Et ces rapports-là, à mon avis, ne seraient alors pas d'actualité par rapport aux questions dont nous parlons. Donc,
les rapports, effectivement, qui ont été faits par la CNDH en lien avec les événements récents que notre pays a traversés, ne sont pas publics, ne sont pas accessibles en tout cas à nous autres acteurs de la société civile, aux journalistes, à ce que je sache, et peut-être même pas forcément aux missions diplomatiques, puisque justement cela a été transmis à l'Assemblée nationale et comme vous l'avez dit, sont des rapports qui sont transmis directement au gouvernement. Donc, pourquoi est-ce que le ministre renvoie à ces rapports-là? Je ne saurais pas donner une réponse. Peut-être aussi que le ministre parle du rapport, le rapport annuel de la CNDH, on va revenir sur ce où le rapport, la CNDH parle d'un certain nombre de choses dans ce rapport, sans forcément donner tellement de détails. Mais peut-être aussi que c'est de ce rapport qu'il parle. Mais à mon avis, ce ne serait pas forcément du rapport qui a été transmis à l'Assemblée nationale ou au gouvernement, parce que justement, ces rapports-là, eux ne sont pas publics et ne sont pas accessibles ni pour vous, ni pour les journalistes, je voulais dire, ni pour les acteurs de la société civile que nous sommes. Alors, le ministre affirme que la CNDH n'a jamais incriminé le Togo sur les questions liées à la violation des droits de l'homme. Vous ne faites pas partie de la CNDH, je le sais, mais en préparant cette émission, j'ai lu assez de rapports qui donnent de très mauvaises notes au Togo en matière de respect des droits de l'homme. J'ai parcouru le rapport annuel de 2024 de la CNDH, dans lequel on note des points comme surpopulation carcérale, taux élevé de détention préventive, déficience alimentaire et sanitaire, qualité insuffisante, pas de petit déjeuner pour les mineurs, prise en charge inadéquate pour les femmes, manque de serviettes hygiéniques et produits d'hygiène spécifiques, infirmeries sous-équipées, et c'est tout. Est-ce que la CNDH joue réellement son rôle, qui consiste, entre autres, à observer et documenter les violations des droits de l'homme, les tortures, traitements inhumains, dégradants, détentions arbitraires? Alors, nous n'allons pas forcément nous prêter à l'exercice de l'évaluation de la CNDH. Toujours est-il qu'elle a été évaluée entre-temps au niveau des standards internationaux et elle a obtenu le statut A, chose pour laquelle les organisations de la société civile la félicitent. Nous avons vu... C'est quoi le statut A? Alors, le statut A, c'est un peu le meilleur statut pour dire que la CNDH est conforme aux standards en matière d'institution nationale des droits de l'homme. Okay. Maintenant, pour faire référence justement à ce rapport, dans le rapport, nous pouvons voir que la CNDH a mené un certain nombre d'actions et notamment par rapport à son mandat qui est défini, je pense à l'article 4 de la loi qui régit l'institution. Il y a un mandat de promotion et de protection des droits humains. Il y a un mandat de protection des défenseurs des droits humains. Il y a aussi un mandat de mécanisme national de prévention de la torture. Et dans chacun de ces mandats, nous avons pu observer que la CNDH a mené un certain nombre d'actions, y compris même par rapport aux récents événements, puisque c'est ça qui fait l'actualité, y compris des visites dans les lieux de détention où les personnes ont été détenues. Donc, est-ce qu'elle joue son rôle? À notre avis, nous la voyons sur le terrain, elle mène un certain nombre d'actions. Quant à l'efficacité de ce rôle, comme je l'ai dit, nous n'allons pas forcément nous prêter à l'exercice de l'évaluer ou pas. Mais pour revenir sur les propos du ministre, à savoir que la CNDH n'a pas incriminé l'État par rapport à des violations, il me semble que sur certaines questions, la CNDH, comme vous l'avez dit dans son rapport, a émis un certain nombre de préoccupations qui, en fait, correspondent à ce qu'on peut appeler des violations de droits humains. En termes simples, qu'est-ce qu'on appelle une violation? Notre État a contracté, a ratifié un certain nombre de traités au niveau international dont découlent des responsabilités, des obligations pour l'État, notamment obligation de protéger, obligation de respecter, obligation de mettre en œuvre et de plus en plus on parle d'obligation de promouvoir. Les choses dont la CNDH parle dans son rapport, dont vous avez fait la liste tout à l'heure, nous montrent à certains endroits des situations où ces obligations ne sont pas satisfaites. Et lorsque ces obligations ne sont pas satisfaites, c'est à ce moment que nous parlons de violation.
est-ce que la CNDH est censée être l'organe qui incrimine ou disculpe, si je peux dire ça comme ça, l'État en matière de droits humains? Pas forcément. Et d'ailleurs, nous avons la CNDH comme mécanisme national de droits humains, mais il y a aussi des mécanismes internationaux. Parlant d'incrimination, il y a la Cour de justice de la CEDEAO qui encore récemment condamnait l'État pour des faits de torture qui sont justement des questions de violation des droits humains. Et pourquoi la CNDH ne le mentionne pas ouvertement? Alors, c'est une question peut-être qu'on poserait à la CNDH parce qu'en tant qu'institution nationale des droits de l'homme, elle a forcément ses méthodes, elle a forcément sa façon de fonctionner. Et comme vous l'avez dit, elle s'adresse parfois en privé au gouvernement. Nous ne savons pas ce qu'elle dit lorsqu'elle s'adresse en privé au gouvernement, mais peut-être justement que ça fait partie des questions qu'elle soulève lorsqu'elle s'adresse à eux, puisque faut savoir aussi, et c'est peut-être ce qui ne l'arrange pas forcément, l'essentiel de son action, des résultats de ses actions ne sont pas forcément sur la place publique. Mais il se fait que le ministre cite la CNDH et affirme que la CNDH ne l'a pas incriminé pardon, sur des questions liées à la torture ou bien au cas avéré de violation des droits de l'homme. Cela peut prétendre que la CNDH n'en a pas parlé. Alors, effectivement, selon les propos du ministre, il a même mentionné les rapports ou en tout cas les interactions qu'il a avec le président de la CNDH. Peut-être alors que nous allons espérer ou souhaiter que la CNDH donne son avis par rapport à la situation. Toujours est-il que nous estimons que cette institution-là, à ses méthodes, elle obtient des résultats en lien avec son travail, en tout cas, qui ne sont pas forcément publics, puisqu'elle fait parfois ses actions en privé. Nous la voyons sur le terrain, elle fait les efforts qu'elle peut. Et sur cette question en particulier, où le ministre cite la CNDH justement pour dire qu'il n'y a pas, ou en tout cas qu'elle n'a pas incriminé l'État sur des violations, c'est compliqué d'ailleurs de dire si c'est vrai ou si c'est faux, parce que nous n'avons pas le rapport. Mais l'une des choses, en tant qu'acteur de la société civile, en tant que journaliste, que nous pouvons faire, ou l'une des démarches alors que nous pouvons adopter, c'est peut-être de nous adresser à la CNDH pour savoir si, en fait, si finalement... Par vocation, ils ne parlent pas. Par principe, la CNDH ne parle pas. Tout ce qu'ils font, c'est des recommandations en privé. En privé, donc, mais il se fait que peut-être l'une des choses qu'elle a dites en privé a été dite en public. Et je pense que nous sommes dans un contexte où il y a beaucoup de préoccupations. Nous sommes dans un contexte où, en fait, quoi qu'on dise, nous voyons des choses. Il y a un acteur qui a dit une fois dans une réunion que dans un passé plutôt lointain, il suffisait de museler les journalistes, de museler la presse et l'information ne circule pas. Mais aujourd'hui, avec Internet, on peut fermer les médias internationaux qu'on veut, on peut fermer les médias nationaux qu'on veut, mais il y a un certain nombre d'informations qui vont circuler. On peut même restreindre certains réseaux sociaux comme on veut, mais il y a des informations qui vont quand même circuler parce que les gens trouvent toujours des alternatives pour faire passer des informations. Donc, la vérité, c'est que nous voyons des choses. Et nous voyons d'ailleurs des choses préoccupantes. Je ne vous cache pas qu'en tant que défenseur des droits humains, justement, ce que je souhaite, c'est qu'on soit dans une situation où on dit que dans mon pays, il n'y a pas de violation des droits humains. C'est d'ailleurs l'objectif de mon travail en tant que défenseur. Donc, je ne me bats pas pour qu'il y ait des violations des droits humains. Au contraire, je me bats pour qu'il n'y en ait pas. Mais dans la mesure où nous avons observé un certain nombre de faits, dans la mesure où tout le monde les a observés d'ailleurs, et qu'on dit, y compris en citant une institution, qu'il n'y en a pas eu, c'est peut-être, et je pense que c'est l'exercice auquel vous vous prêtez, et je pense que je vous rejoins d'ailleurs dans cet exercice, c'est peut-être le lieu de se poser des questions. Qui peut-être ne dit pas la vérité, je n'ose pas dire que quelqu'un ment, mais qui ne dit pas la vérité. Oui, heureusement que j'ai aussi parcouru les rapports du CACIT sur les droits de l'homme au Togo. Le tableau est sombre. Les derniers rapports du CACIT, je l'ai parcouru. Alors, est-ce que le ministre
le CACIT a mentionné carrément qu'il y a eu des cas de torture. Vous l'avez lu aussi, qu'il y a des cas de torture. Ces rapports sont disponibles sur le site du CACIT. Par contre, le CACIT rend public ces rapports. Et ces rapports rejoignent un peu ce que nous observons au Est-ce que le ministre est un peu déconnecté ou bien le ministre est en compromission avec la CNDH pour mentir? C'est un peu fort ce que je dis, mais on voit un déphasage dans les propos. Nous avons une CNDH qui est muette et qui rend un rapport au gouvernement. Le gouvernement devient le porte-parole de la CNDH. Le gouvernement dit que la CNDH n'a pas incriminé le gouvernement. Voici que nous avons sur le terrain des rapports qui contredisent la CNDH rapportés par le gouvernement. Justement, et pour continuer dans la lignée de ce que j'étais en train de dire, tout ça nous emmène à nous poser beaucoup de questions. À nous poser beaucoup de questions justement sur, je pense que vous en avez parlé tout à l'heure, est-ce qu'il y a peut-être une déconnexion entre les autorités et ce qui se passe sur le terrain ou en tout cas dans la réalité? Effectivement, le CACIT, qui est une organisation avec laquelle nous collaborons sur un certain nombre de sujets, y compris sur la question de la lutte contre la torture, a émis un certain nombre de rapports, a émis des préoccupations, a émis des allégations de violation, a même attaqué l'État ou en tout cas accompagné des victimes pour porter plainte au niveau des mécanismes internationaux pour des allégations de torture où il y a eu des condamnations. Donc, lorsque même le CACIT va être cité pour dire qu'il n'y a pas eu d'incrimination, cela nous emmène, un peu comme je le disais, à beaucoup de questionnements. À beaucoup de questionnements sur peut-être même que c'est nous qui ne voyons pas bien. Alors, il y a nous journalistes, il y a vous qui êtes il y a les rapports que j'ai lus, ils sont nombreux, qui donnent de piètres notes au Togo. Il y a le CACIT, il y a d'autres volets également, et c'est un rapport muet de la CNDH rapporté par le gouvernement qui dit la vérité, que c'est nous qui mentons. Alors, il n'y a pas à dire peut-être que nous mentons, que ce soit acteurs de la société civile, journalistes, ou même que le gouvernement mentirait. Mais, comme je le disais, nous avons des faits. Et certains de ces faits, quoi qu'on dise, sont très difficiles à générer par IA, par exemple. Certaines des images, y compris pour les défenseurs qui étaient sur le terrain, qui ont été eux-mêmes témoins d'un certain nombre de choses, ou même de citoyens qui ont saisi des défenseurs, qui nous ont saisis pour affirmer un certain nombre de choses, montrent qu'il y a eu des situations où, au minimum par rapport à l'obligation de respecter, l'État n'a pas, ou en tout cas des agents de l'État, dans l'exercice de leurs fonctions, n'ont pas respecté les droits des citoyens. Par rapport à l'obligation de protéger, nous avons observé des situations où des individus privés s'en sont pris à des citoyens et ces citoyens-là n'ont pas été protégés par les individus privés. Ce sont des situations par rapport auxquelles nous sommes désolés, ce sont des situations préoccupantes, mais ce sont des situations par rapport auxquelles on ne peut pas se voiler la face. Donc, la question de la recherche de la vérité, si je peux emprunter, je voulais dire, cette expression dans le cadre d'un procès, la question de la recherche de la vérité nous emmène à nous orienter vers les faits. Je vous pose la question à vous, oui, qui êtes défenseur des droits de l'homme. Si vous êtes donné aujourd'hui de peindre le tableau des droits de l'homme au Togo, que direz-vous? Alors, à ce jour, et c'est très intéressant d'ailleurs de ne pas prendre la situation dans le passé, mais de la prendre actuellement. À ce jour, nous avons un certain nombre de préoccupations qui sont de plus en plus nombreuses par rapport à la situation des droits humains. Sur la question de l'espace civique, c'est une question depuis 2021, lorsque Civicus dira par exemple que l'espace civique est réprimé au Togo, lorsque le comité des droits de l'homme va aussi, dans le cadre de son examen, parler d'un certain nombre de limites excessives qui sont posées au contenu des discours ou en tout cas à la répression de cet espace. Sur la question de l'espace civique, nous avons beaucoup de préoccupations. Entre autres, la capacité des citoyens
à se mobiliser pour exprimer leur avis. On va faire juste un retour en arrière. Quand vous dites espace civique, on n'a pas la notion juridique. Alors, l'espace civique, c'est simplement l'ensemble de la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et de manifestation, comme on la désigne, la liberté d'association, y compris la liberté syndicale et même la liberté de religion. Donc, c'est cet ensemble de libertés-là qui permettent aux citoyens de se mobiliser pour pouvoir avoir une influence sur la façon dont leur communauté ou en tout cas la société est dirigée. Donc, cela inclut par exemple la liberté de presse pour vous en tant que journaliste. Et ce que j'étais en train de dire, c'est que ces libertés-là observent un recul depuis un certain nombre d'années dans notre pays. Cela a été dit par des organisations internationales, cela a été dit par les mécanismes des droits humains, dont le Comité des droits de l'homme que je citais, dont le PU d'ailleurs en 2022, dont la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples à la suite d'une mission au Togo. Et c'est des choses que nous observons aussi sur le terrain. Il n'y a pas, en début de cette semaine, une manifestation dûment déclarée, d'ailleurs, n'a pas pu tenir. Et cette manifestation se joint à une longue liste d'autres manifestations depuis plusieurs années qui ont du mal à pouvoir se tenir. Il y en a qui arrivent à se tenir, mais c'est un véritable défi que nous observons, à savoir la restriction de la liberté de manifestation. Par rapport à la liberté d'expression en ligne ou la liberté des médias. Et le temps nous manquerait peut-être de nous mettre à peut-être citer des cas, mais il y a eu des faits, il y a eu des situations qui nous ont emmenés à avoir des préoccupations par rapport à la capacité des journalistes ou des citoyens à s'exprimer librement. Par exemple, lorsque nous avons des situations où parce que quelqu'un a écrit un poème, il se retrouve en prison pendant plusieurs mois, cela amène à s'inquiéter. Et d'ailleurs, cette inquiétude n'est pas seulement la nôtre, elle est aussi celle d'un certain nombre d'acteurs qui, peut-être de l'extérieur, regardent la situation dans notre pays. Les rapporteurs spéciaux des Nations Unies ont parlé de cette situation. La rapporteure spéciale sur la situation des défenseurs des droits humains s'est exprimée, était préoccupée par le fait, justement, qu'un citoyen se retrouve derrière les barreaux pour des propos qu'il a tenus. Et le citoyen dont je parle, qui est Afesio, n'est pas le seul sur les dernières années qui se soit retrouvé en prison pour des propos tenus. Effectivement, on parlera peut-être des limites légales à la liberté d'expression, mais il ne faut pas non plus oublier, et ça sont des principes internationaux, et il y a même des jurisprudences qui le disent, la liberté d'expression s'applique aussi même lorsque les propos tenus ou l'expression elle-même choquent ou dérangent. Donc, il y a une certaine limite acceptable de la critique qui existe en matière de liberté d'expression. Et cette limite est d'ailleurs plus large lorsqu'il s'agit de la gestion publique ou lorsqu'il s'agit de personnes investies de la gestion publique. Alors, parlant de la liberté d'expression, j'en parlais, parlant peut-être de la liberté d'expression en ligne aussi, où justement, depuis quelques semaines, nous observons des restrictions à Internet, où des plateformes, des médias, des réseaux sociaux se retrouvent limités d'accès. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais pour moi, c'est difficile. C'est le cas pour tout le monde, justement. C'est difficile d'accéder à ces plateformes-là, qui sont aujourd'hui indéniablement des plateformes d'exercice des libertés que nous observons dans l'espace public, des plateformes d'exercice démocratique. Donc, tous ces faits, et comme je le disais, c'est énormément de choses parfois qui, mises ensemble, nous amènent à nous dire que l'espace civique dans notre pays a encore besoin d'être plus ouvert parce qu'actuellement, il est restreint. Parlant d'une question aussi critique en matière de droits humains, la question de la torture, que les images d'ailleurs que nous avons pu observer ou des allégations. Nous allons revenir sur ce cas de torture. Alors, si le ministre, si le ministre nie ces réalités que vous avez aussi décrites, cela veut dire que c'est le gouvernement tout entier qui les nie. Et donc, c'est le premier responsable, je veux dire, Fanda Singbe, qui les nie. Vers qui les citoyens doivent se tourner
si leurs droits les plus élémentaires sont alors bafoués, quand l'exécutif nie qu'il y a des violations des droits de l'homme, selon vous? Alors, je pense que vous avez fait une certaine démonstration. Effectivement, il y a un membre de l'exécutif qui affirme que ces choses, en tout cas, qu'un certain nombre d'allégations qui sont faites par des organisations de la société civile ou des choses dont nous avons été témoins ne sont pas exactes. Vers qui se tourner? Je pense celui qu'il nous reste, c'est le juge, c'est le pouvoir judiciaire. Et dans un système où nous avons la séparation des pouvoirs, il y a l'exécutif que vous avez mis en cause, il y a le législatif, et il y a ensuite le judiciaire. Le législatif qui est la cause du parti du président. Selon les rapports de l'Afrobaromètre, les Togolais ne font plus confiance à leur juridiction. On va revenir sur le Cameroun pour dire que le procureur ne s'est pas autosaisi du Cameroun. Alors, vers qui se tourner quand le procureur voit que les droits humains sont violés au Togo, mais sans mot ou bien s'en fiche directement, si je peux le dire ainsi? Alors, c'est vrai que par rapport à ce que vous dites, nous nous retrouvons dans une situation qui est plutôt compliquée et par rapport à laquelle le jeune défenseur des droits humains que je suis n'a pas de solution. Un peu comme vous l'avez dit, et vous savez, moi j'ai fait des études de droit et il y a plusieurs principes ou plusieurs valeurs qui m'ont été enseignées qui sont devenues non pas seulement des notions que j'ai apprises à l'école, mais des notions qui font partie de mes convictions, des choses en lesquelles je crois et des choses que j'espère voir comme réalité au sein de la communauté dans laquelle je vis, au sein de ce pays, notamment le Togo. Et même la Constitution met ou positionne le juge comme le garant des libertés. Ce que nous espérons, et nous continuons par l'espérer, c'est que nos juridictions puissent se positionner alors comme de véritables recours vers lesquels les citoyens peuvent se tourner lorsque leurs droits sont bafoués. Parce que si la question que vous posez, si en définitive, la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est qu'on ne peut se tourner vers personne, ça devient compliqué. Parce que nous nous retrouvons alors dans un contexte où chacun serait obligé de se protéger lui-même. Et ce n'est pas le but d'un état de droit, ce n'est pas le sens du contrat social que nous avons tous contracté, à savoir que nous déléguons ces prérogatives que nous avons là à une entité, quoique abstraite, mais quand même existante. Donc, la préoccupation selon laquelle les juridictions sont, ou en tout cas semblent absentes sur certaines situations, elle est réelle. La préoccupation selon laquelle un certain nombre d'allégations de violation des droits humains ont été portées par des citoyens, y compris parfois portées devant les juges, n'ont pas été suivies d'effets espérés de la part de ces citoyens, à mon avis, est réel. Et le plaidoyer alors, ou en tout cas l'espoir que nous avons, c'est qu'un jour, nous ayons ces juridictions-là qui se saisissent et qui, au minimum, parce que parfois, il ne s'agit pas, vous savez, on parlera peut-être de la question de la présomption d'innocence et tout le reste. Parfois, il ne s'agit pas pour le juge de venir dire automatiquement qu'il y a eu violation, mais il s'agit au minimum qu'il y ait une enquête, que des personnes à qui des reproches soient faits puissent venir se justifier devant le juge et que le juge examine et prenne une décision. À partir du moment où ces choses n'existent pas, ou en tout cas ces choses, nous n'en sommes pas encore témoins, c'est vrai qu'il y a alors des préoccupations par rapport à la justice. Les citoyens, comme Afrobaromètre a pu le dire, en tout cas un échantillon de citoyens qui ont été enquêtés, qui n'ont pas confiance en la justice, n'ont pas confiance pour un certain nombre de raisons. Et nous espérons justement que ce type d'analyses qui sont faites au sujet de notre justice interpelle alors les premiers responsables de cette justice-là pour qu'ils gagnent ou regagnent la confiance des citoyens, parce qu'il le faut. Si nous voulons être dans un état de droit, si nous voulons être dans un état où les institutions fonctionnent comme elles devraient l'être, il faut que les citoyens puissent avoir confiance en leur justice. Parce que face à tout ça, le recours qu'il nous reste en tant que citoyens, en tant que défenseurs, c'est de nous tourner vers les juridictions. Alors, je vous rappelle, peut-être que la question est redondante,
Mais nous avons tous vu l'avocat de Amron, puisque c'est de lui que tu es parti, affirmer que son client a été torturé. Amron l'a certifié qu'il a vraiment subi des tortures, nous a montré les séquelles sur des photos. Jusqu'à ce jour, Amron a même parlé de celui qui lui aurait fait subir ces sévices. Jusqu'à ce jour, il n'y a rien, silence radio. Qu'est-ce que cela présage? Par contre, nous avons quand même vu que le procureur a mis en prison des citoyens qui auraient violé le droit en manifestant. Est-ce que c'est deux poids, deux mesures? Vers quel niveau la balance se tourne finalement? Alors, et moi j'ai l'impression qu'on est très bien en face parce que parfois les questions que vous posez sont des questions qu'en tant que défenseur des droits humains, nous nous posons aussi. La question du cas d'Amron rentre dans un contexte plus large d'impunité des allégations ou en tout cas des actes de torture et de mauvais traitement. Dernièrement, nous avons fait un travail avec le CACIT et l'Organisation mondiale contre la torture qui a consisté à un index mondial sur la torture. Donc c'est un outil au niveau mondial qui examine la situation de la torture dans plusieurs pays. Il a été lancé récemment en juin. Et selon les conclusions de cet index, entre autres, au Togo, le risque de torture est considérable. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous. Mais parmi les questions préoccupantes qui sont ressorties du fait de cet outil d'analyse qui a été basé sur des données collectées dans le pays, les cas de torture ou en tout cas l'impunité des allégations de torture est très importante. Ça veut dire que nous sommes dans une situation où, à ce jour par exemple, je n'ai pas connaissance d'une allégation de torture qui a donné lieu à un procès où la personne mise en cause pour ces faits a été soit condamné, soit disculpé. Mais comme vous le mentionnez, dans d'autres situations, nous avons des procès qui sont faits. Dans d'autres situations, nous avons des gens qui sont jugés pour des faits qu'en tant que défenseur, par exemple, j'estime qu'ils ne devraient pas se voir jugés, pour ça. Ça veut dire que la justice fonctionne. Ça veut dire que le juge peut siéger sur un certain nombre de questions. Mais est-ce que ces questions-là sont alors des questions taboues sur lesquelles le juge ne s'aventure pas pour siéger? C'est une question que c'est une préoccupation que nous avons. C'est même plus une question à ce niveau, c'est une préoccupation que nous avons. Surtout lorsque, et à chaque fois, ces préoccupations naissent de fait que nous estimons que nous voulons tous vivre dans un état de droit où les institutions fonctionnent et où les lois que nous nous sommes données peuvent nous protéger les uns les autres. Vous avez parlé du cas Amron, mais il y a plusieurs cas d'allégation de torture. Il y a même des cas où l'État a été condamné non pas par des juridictions nationales, mais par des juridictions internationales. Et justement, je voulais en parler tout à l'heure lorsqu'on parlait des juridictions. Lorsqu'au niveau national, c'est compliqué, il y a des juridictions au niveau international, des mécanismes aussi au niveau international vers lesquels les citoyens peuvent se tourner. Et il arrive justement sur la question de la torture ou d'autres violations de droits humains que les citoyens se tournent vers ces mécanismes internationaux qui parfois rendent des décisions qui ne sont pas suivies des faits au niveau national. L'un des cas dans lesquels, ou en tout cas l'une des thématiques dans lesquelles on observe cette situation, c'est justement la question de la torture. Il semble que le ministre n'a pas eu cette information, peut-être. Revenons sur les manifestations nées de l'arrestation de l'artiste Amron. Pour le gouvernement togolais, ces manifestations sont jugées illégales car non déclarées. Mais dans une interview que vous avez accordée à nos confrères de Deutsche Welle, vous affirmez que l'absence de déclaration ne rend pas une manifestation illégale. Je n'ai rien compris. Alors, l'absence d'une déclaration ne rend pas forcément une manifestation illégale. Et pour pouvoir comprendre ce principe, il faut qu'on revienne sur un principe de base. Manifester n'est pas un privilège accordé par l'État, mais un droit. À partir de ce moment, la liberté de manifestation, en tout cas en matière de liberté de manifestation, le régime applicable, comme on le dit, est un régime idéalement de déclaration. C'est le cas au Togo
dans notre loi. Ça veut dire que pour manifester, ce qu'il faut faire, il faut en informer l'autorité. À partir du moment où on informe l'autorité, l'autorité alors prend les mesures pour faciliter ou encadrer l'exercice de cette manifestation. Donc, principe de base, pour manifester, on n'a pas besoin que l'autorité nous en donne l'autorisation, mais dans un contexte où on veut permettre à l'autorité de nous aider à bien faire notre manifestation, on l'informe alors de cette manifestation-là. Donc, si on n'a pas besoin d'autorisation de la part de l'autorité et que l'information ne vise que pour seul but de permettre à l'autorité de prendre les mesures pour encadrer la manifestation ou en tout cas permettre qu'elle ait lieu et, entre autres, préserver l'ordre public dans le cadre de la manifestation, à aucun moment alors l'autorité n'a le droit de déterminer si la manifestation devrait se tenir ou pas. Parce qu'on l'informe, elle prend acte, elle prend les mesures pour que ça puisse se tenir et pour que les participants ou d'autres personnes puissent être protégées dans le cadre de l'exercice. Dans ce cas précis, le ministre affirme n'a pas été informé. Alors, j'en venais justement. Ça, c'est la situation dans laquelle on est dans un régime de déclaration. Donc ça, c'est ce que la loi prévoit. Par contre, partant du principe que la liberté, elle n'est pas un privilège accordé par l'État, dans un certain nombre de jurisprudences, et c'est très intéressant d'ailleurs de le dire, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique, dans une jurisprudence constante, il y a eu des situations où des manifestations ont eu lieu sans que l'État n'en soit informé. Il s'est posé alors la question de savoir si le fait, parce que l'État, comme vous pouvez l'imaginer, dans tous ces contextes, et ça nous rassure que ce n'est pas une pathologie togolaise, l'État a dit non, la manifestation, elle est illégale parce que nous n'avons pas été informés alors que la loi prévoit une information. Et c'est à ce moment que les juridictions ont rappelé un principe simple qui est le principe dont j'ai parlé. Ce n'est pas un privilège en fait qu'on accorde aux gens lorsqu'on leur dit et lorsqu'ils manifestent, mais c'est un droit qu'ils exercent. Donc à partir de ce moment, le manque d'information en fait qu'on leur reproche, quoique prévu par la loi, ne donne pas lieu systématiquement à une illégalité de la manifestation. Ce qui rendrait la manifestation illégale, ce sont les actes que pourraient poser les manifestants dans le cadre de cette manifestation, par exemple des actes de destruction de biens publics, des actes de violence, etc. Donc, le simple fait que la manifestation ne soit pas déclarée n'est pas une base justifiable pour estimer que cette manifestation-là n'est pas légitime. Surtout si on se met dans un contexte où c'est un régime d'information que nous voulons appliquer. Et ce principe a été repris, comme je le disais, dans plusieurs jurisprudences. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, dans ses lignes directrices sur la liberté de réunion et d'association, l'a réaffirmé, je pense, dans la ligne 71. Et je ne sais pas s'ils se sont passés le mot, mais je sais que le Comité des droits de l'homme aussi, dans une observation générale, je crois qu'elle doit dater de 2020, ça doit être l'observation numéro 34, sauf erreur de ma part, mais le même paragraphe 71 reprend la même chose. J'aurais même pris beaucoup de plaisir à vous la lire parce que je ne l'ai pas en tête, mais l'idée générale de ce que ces mécanismes nous disent, c'est qu'une manifestation n'a pas forcément besoin pour être légale d'être déclarée. Il y a même un aspect encore plus poussé, ou en tout cas que nous pouvons regarder, c'est que même le fait que les organisateurs de la manifestation ne soient pas une entité légale n'est pas une base pour dire que la manifestation serait illégale. Ce sont des éléments d'appréciation qu'il nous faut considérer lorsque nous interprétons l'application de la loi, surtout que ce sont des éléments d'appréciation qui découlent des instruments internationaux dûment ratifiés par l'État. Donc voilà ce que je voulais dire. C'est une analyse que nous invitons tous les acteurs à faire parce qu'elle invite
ou en tout cas, elle fait rentrer dans la discussion, au-delà de la loi, au-delà des avis des uns et des autres, la jurisprudence qu'il y a eu en la matière. L'une des dernières affaires que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a traité en lien avec cette thématique, c'est une affaire qui mettait en cause le Zimbabwe, Woza Case, comme on s'y réfère souvent. C'est l'affaire Woza contre la République de Zimbabwe. Les faits sont quasiment similaires, où un regroupement s'est formé pour des manifestations. Il n'y a pas eu de déclaration et il y a eu répression. Donc, au-delà du fait qu'on estime que la manifestation n'a pas été est illégale parce qu'elle n'a pas été déclarée, il y a eu un certain nombre de faits qui ont été interprétés, qui ont été considérés comme de la répression. Et l'État a été condamné, l'État du Zimbabwe a été condamné dans cette affaire-là. Alors, les manifestations sont encore prévues dès demain, le 16, 17 juillet. L'État suppose et affirme toujours qu'elles sont interdites parce que non déclarées. Quoique vous venez de dire qu'il y a des jurisprudences, l'État reste sur sa position. Nous risquons peut-être demain de vivre encore des scènes surréalistes où on verra l'armée et ce qu'on peut appeler les miliciens déambuler dans les rues de Lomé avec des fusils et intimider les gens, frapper les gens comme on l'a vu dans les vidéos. Alors, le mouvement M66 n'a pas appelé à annuler la manifestation, ça veut dire que ça tient. Il y aura peut-être un bras de fer demain. Quelle porte de sortie trouvez-vous pour que le Togo sorte de cette crise qui s'enlise? Alors, c'est ma dernière question. Oui, parlons de porte de sortie. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Et ce que nous vivons, c'est l'exercice de leurs droits par des citoyens. Et encore que, j'aime bien le dire, la plupart des acteurs dans la situation que nous observons aujourd'hui sont des jeunes. Et l'une des caractéristiques de l'expression des jeunes, surtout de leur mécontentement, et je pense nos parents seront d'accord avec ça, c'est qu'il y a parfois une certaine insouciance ou un certain nombre d'abus qui vont avec. Mais le plus important, et pour moi, c'est l'une des portes de sortie que nous avons, le plus important, c'est alors d'écouter et en tout cas, dans la mesure de ce qui est possible, donner satisfaction à ces préoccupations. Vous savez, parmi les jeunes qui ont été arrêtés, on a observé qu'il y avait des médecins. Des médecins qui ont fait 7 ans d'études, qui sont sortis de là. Parce que l'un des discours que nous avons, c'est que ce sont des fouteurs de troubles et des bandits qui sont dans les rues. Mais il y avait des médecins qui ont fait 7 ans d'études, qui sont sortis et qui sont quand même retrouvés dans les rues pour manifester. Qu'est-ce qui a poussé cela? Parce que moi, j'en ai fait 3. Quelqu'un qui en a fait 7, on estime qu'il a un certain bagage intellectuel. Qu'est-ce qui l'a poussé à se retrouver dans la rue pour manifester? Quelles sont les revendications d'une telle personne? Et si nous voulons, à un moment, qu'il y ait une solution, est-ce que la solution, justement, ou en tout cas la réponse qu'on apporte à cette personne-là, c'est de l'arrêter et de le mettre en prison, quoique on estime qu'il ait violé une quelconque loi? Est-ce que ce serait de l'arrêter, de le mettre en prison, ou alors ce serait plutôt de l'écouter et de donner satisfaction à ses revendications? Nous parlons de jurisprudence, nous parlons de principes de loi, etc. Mais la dernière fois, j'étais dans un taxi et le débat, c'était justement la question de les manifestations, est-ce qu'elles sont autorisées ou pas? Et le taxi, il a posé une question qui m'a fait rire, mais qui m'a fait réfléchir. Il dit, mais nous, les podéviar et la et la fanvichan. Et en français, je pense que ça voudrait dire que si tu tapes un enfant, est-ce qu'il va te demander la permission avant de pleurer? Et c'est une question qui interpelle. Lorsque un enfant pleure, par exemple, et qu'il fait du vacarme, quoi qu'on ne l'ait pas tapé ou autre, est-ce que ce que nous cherchons, par exemple, c'est de le faire taire à tout prix, y compris en le muselant, ou alors
est-ce que c'est de chercher à savoir quelles sont les revendications, quelles sont les situations ou les choses qui emmènent cet enfant-là à exprimer son malaise, même s'il l'exprime d'une façon qui ne nous plaît pas. Et d'ailleurs, le sens même de l'expression d'un malaise, c'est qu'il s'exprime très souvent sous une forme qui ne plaît pas à la personne, surtout à la personne qui est mise en cause comme étant autrice de ce malheur. Parmi les plusieurs portes de sortie que nous avons à ce jour par rapport à la situation que traverse notre pays, c'est la porte de l'écoute. L'écoute des revendications des différentes parties prenantes qui aujourd'hui prennent la parole parce que l'une des caractéristiques, et je pense que c'est aussi intéressant de le dire, une des caractéristiques, c'est que nous ne faisons pas face à un mouvement politique en tant que tel. Nous faisons face à un mouvement où des acteurs de différents profils, ou des acteurs de différentes catégories, des artistes, des blogueurs, comme on dit, des citoyens, pas seulement de la diaspora, mais aussi au niveau national, en plus de défenseurs des droits humains, en plus d'acteurs politiques et même parfois de journalistes, prennent la parole pour dire il y a des choses qui ne vont pas. Si on continue par museler, et moi je ne sais pas combien de temps est-ce qu'on pourra justement museler, parce que ce ne sera pas possible de museler indéfiniment des gens, si on continue par museler, il y aura, et la preuve c'est que l'arrestation d'Amron n'a pas éteint les revendications ou les choses que Amron dénonçait dans ses lives. Ça a d'ailleurs plutôt même créé d'autres sympathisants à sa cause. Donc, ce qu'il y a à faire aujourd'hui, et c'est ce que nous espérons, c'est qu'il y ait une écoute. Et au-delà de l'écoute, qu'il y ait satisfaction à un certain nombre de revendications, à mon avis légitimes, que portent les parties prenantes. Et pour finir, par rapport au fait que des manifestations ont été annoncées à partir de demain, moi, je reste plutôt optimiste pour dire que nous espérons que lorsque, éventuellement, si cela arrive, des citoyens sortent ou, même s'ils ne sortent pas, utilisent différents moyens pour vouloir exprimer leur opinion, lorsqu'ils le feront, que l'État se mette plutôt dans une posture d'encadrement pour permettre, parce que c'est justement ce qui est attendu de lui, pour permettre que la liberté puisse s'exprimer plutôt que dans une posture de répression pour systématiquement empêcher que la liberté s'exprime. La Ve République, comme on l'a voulu, en tout cas comme on nous l'a présenté, est une république où la démocratie est renforcée, est une république où l'état de droit, les droits humains en tout cas sont renforcés. Nous sommes dans une situation où nos autorités ont l'occasion, l'opportunité de joindre les actes à la parole en permettant que tout ce que nous avons pu observer jusqu'à ce jour cesse à partir de demain s'il y a encore des manifestations. Nous n'espérons pas avoir à revivre encore. Au-delà du fait qu'on est défenseur des droits humains, mais en tant qu'humain, ce sont des images qui sont difficiles à voir. Ce sont des choses difficiles à observer. Et comme quelqu'un l'avait dit, à un moment où moi j'étais peut-être un peu encore jeune, mais comme quelqu'un l'avait dit, plus jamais ça sur la terre de nos aïeux. Plus jamais. Monsieur Essodog, merci d'avoir accepté de répondre à toutes ces questions. Je rappelle que vous êtes juriste, défenseur des droits humains, directeur exécutif du Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme. Merci. Je vous en prie et c'est avec plaisir. À la prochaine. D'accord.